Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et bon retour pour ceux qui étaient déjà là. Donc aujourd'hui, épisode 2 d'un exposé en deux parties que j'ai intitulé Introduction à la théorie combinatoire des groupes. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran, on va pouvoir commencer. L'ordi de Léon, c'est une épopée qui vit en fait. Diego, tu t'occupes des questions si jamais il y en a dans le chat? Je vais pas pouvoir, je crois. Ah, tu vas pas pouvoir. Ok. Désolé. Roman, Léon, Alexander, etc. Si vous avez des questions, vous prenez la parole. Je pense que ouais, c'est le plus simple. Ça vous va? Ouais. Ok, parfait. Oh, Roman a disparu. Parti. Donc la dernière fois, on a... Alors, non. Bon, épisode 2, on va parler du théorème de Nielsen-Schreier. Donc la référence pour cet exposé, je vous la donne tout de suite, c'est un bouquin de Serre qui s'appelle Arbre, Amalgame et SL2, qui est accessible si vous avez des bases de théorie des groupes et de théorie des graphes. Et je vous conseille aussi le cours de Catherine S. de Master et le cours de Bachelor, qui sont très adaptés pour comprendre les notions abordées dans ce livre et dans cet exposé. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait précédemment. La semaine dernière, j'ai introduit et construit ce qu'on appelle les groupes libres. Donc, les groupes libres, c'est quoi? C'est des groupes, a priori non abéliens, qui admettent une famille libre et génératrice. Donc, génératrice, tout le monde sait ce que c'est, a priori. Libre, ça consistait à dire qu'il n'y avait pas de relation dans le groupe autre que les relations triviales du type x fois x puissance moins 1 est égal à identité ou le commutant de cette relation. Donc, par exemple, le groupe cyclique n'est pas libre parce que dans le groupe cyclique, n fois 1 est égal à 0. Une question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il des sous-groupes d'un groupe libre? Si je prends H, un sous-groupe de G et G libre, a-t-on que H est libre? Salut Jefferson. C'est une question qui est assez naturelle de se poser et on connaît déjà la réponse dans au moins deux cas de figure. C'est vrai si on regarde les espaces vectoriels. Donc c'est vrai dans vect indice K. Tout espace vectoriel est libre. Donc en particulier, les sous-EV aussi. Et vous avez dans les espaces vectoriels un théorème qui est très, très important, qui est le théorème de la base extraite. En d'autres termes, si vous avez un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel libre, donc n'importe quel espace vectoriel, vous pouvez construire une base du sous-espace vectoriel par extraction. C'est ce qu'on appelle le théorème de la base extraite. C'est aussi vrai dans la catégorie des groupes abéliens, c'est-à-dire que si vous prenez un groupe abélien libre et que vous prenez un sous-groupe, vous allez pouvoir construire, par une sorte de méthode d'extraction, une base de votre sous-groupe abélien. Et juste un petit détail, quand on dit qu'un groupe abélien est libre, c'est une notion de liberté qui ne prend pas en compte la commutation. C'est-à-dire qu'un groupe abélien libre n'est pas libre comme groupe non abélien. Donc n'hésitez pas si à un moment donné quelque chose que je dis n'est pas clair. Salut Léon. Donc, on pourrait se dire, pour les groupes non abéliens, c'est le même type de raisonnement. Le seul problème, c'est que si je prends par exemple le groupe abélien à deux éléments, G égale LAB, et si je prends H, le groupe engendré par ces commutateurs, je vais avoir un problème. Ceci va être aussi un groupe libre, mais de base infinie. Donc, contrairement aux espaces vectoriels et aux groupes abéliens, les sous-groupes non abéliens ne vont pas avoir des bases, n'ont aucune chance, a priori, d'avoir des bases de cardinal plus petits
que le cardinal de la base de départ. Et donc, il n'y a aucune chance de pouvoir facilement extraire une nouvelle base de la base de départ. Donc, il va falloir ruser un petit peu. Néanmoins, le théorème est vrai. Donc, c'est un théorème non facile qu'on va étudier aujourd'hui et qui est qui est classiquement appelé théorème de Nissan-Schreier, qui dit la chose suivante. Si un groupe est libre, tous ses sous-groupes sont libres. Et donc, pour démontrer ça, on va en fait procéder par argument géométrique. Donc, l'idée, c'est qu'on va, plutôt que regarder les groupes dans le monde abstrait où ils vivent, on va essayer de concrétiser leurs propriétés en regardant comment ces groupes agissent sur des géométries particulières, en l'occurrence des géométries de graphes. Typiquement, des propriétés géométriques de graphes, ça peut être la cyclicité ou l'acyclicité, mais aussi la connexité. Et en fait, ces propriétés géométriques, on va les faire correspondre à des propriétés algébriques de famille dans le groupe, qui sont pour la cyclicité, le fait d'être libre, et pour la connexité, le fait d'être génératrice. Tout va bien pour l'introduction? Alexander, ça va? Ok, parfait. Donc pour la première partie, on va s'intéresser à un graphe qui vient naturellement quand on étudie les groupes, qui sont les graphes de Cayley. Donc juste une petite précision dans ce que j'appelle graphe. Mes graphes, ils seront non orientés. Ils seront multigraphes, c'est-à-dire qu'entre deux sommets, on peut avoir plusieurs arêtes. Et ils seront éventuellement à boucle, c'est-à-dire que mes graphes peuvent contenir des arêtes qui partent d'un sommet et vont vers le même sommet. Ces graphes-là, on les modélise de la façon suivante. Un graphe, c'est un triplet constitué d'un ensemble S de sommets, d'un ensemble A d'arêtes et d'une fonction ext. Et notre fonction ext, c'est quelque chose qui part des arêtes et qui va dans l'ensemble des ensembles à un ou deux éléments pris parmi les sommets. Et en fait, ext de A, ce sont les extrémités de A. Donc typiquement, ce qu'on entend par là, c'est que comme le graphe est non orienté, les deux sommets jouent des rôles analogues, donc l'ordre n'a pas d'importance. On a une notion de morphisme de graphe, qui est la notion la notion naturelle. Un morphisme de graphe, c'est une application qui transforme les arêtes et qui transforme les sommets. Et si vous transformez un sommet, il faut que votre transformation soit compatible avec les extrémités. C'est-à-dire que l'arête sur laquelle vous atterrissez a pour extrémité les sommets sur lesquels vous atterrissez quand vous prenez le morphisme. Donc, un morphisme de graphe, donc f de gamma 1 dans gamma 2, c'est équivalent à la donnée de deux applications. Une application fs qui va de S1 dans S2, qui transforme les sommets. Une application FA qui va de A1 dans A2. Et une relation de compatibilité. C'est-à-dire que si vous appliquez si vous appliquez F au sommet extrémal d'une arête, vous allez trouver les sommets extrémales de l'arête image. Ça, c'est plus simple écrit comme ça. Si je regarde f de xy, je vais trouver f de x, f de y. D'accord? Je transforme mes arêtes et mes sommets de la même façon. Donc, quelques exemples. Non, pas tout de suite quelques exemples.
un graphe qui va être extrêmement important donc, pour la suite de cet exposé, c'est ce qu'on appelle le graphe de Cayley. Donc, si je prends G un groupe et X une famille dans le groupe, le graphe de Cayley associé, G indice X, il est donné par l'ensemble des sommets, c'est G, l'ensemble des arêtes, c'est G croix X, et la fonction extrémale, si je l'applique à un certain sommet, à un certain élément, ça va nous donner le sommet de départ et le sommet de départ multiplié par X à droite. Donc, le graphe de Cayley, si on veut, il représente le groupe, les éléments du groupe, et les arêtes modélisent des multiplications à droite par des éléments de grand X. D'accord? Donc, en gros, notre graphe de Cayley nous dit comment, en utilisant que les éléments de X, on va d'un élément à un autre. Ça va être tout de suite plus clair sur quelques exemples. Si vous avez des questions, vous m'interrompez. Donc, par exemple, si je prends Cn comme groupe et si je prends X égale 1, je vais obtenir le graphe suivant. Je vais obtenir un cycle à n sommets. D'accord? Et ça, cette arête, c'est 0, 1. Ça, c'est 1, 1. Ça, c'est 2, 1. Et ainsi de suite. Je peux changer mon ensemble X. Je peux décider de lui mettre 2 sommets. Si je lui mets 2 sommets, je dois rajouter des arêtes qui sont cette fois-ci indexées par S2. Donc, je fais des bonds 2 par 2 maintenant. Et ainsi de suite. Donc, chaque groupe et chaque famille du groupe nous donne un graphe de Cayley différent. Donc, celui-là, on remarque par exemple qu'il est cyclique. Et que ces cycles modélisent, encodent le fait que multiplié par n, ça revient à rendre tous les éléments nuls. Donc, notre relation est encodée par un cycle, si on veut. Un deuxième exemple, ça peut être par exemple G égale Z carré, et X, c'est le vecteur 1, 0. Dans ce cas-là, notre graphe de Cayley, ça va être constitué en fait de une infinité de lignes parallèles les unes aux autres. Ainsi de suite. Cyclique. Donc celui-là, il était cyclique connexe. Celui-là, il est acyclique et pas connexe. Et là, on remarque que notre famille X, elle n'est pas génératrice, mais elle est libre. Donc la liberté, elle se manifeste en fait par l'acyclicité. Et l'absence de génération, elle se manifeste par le fait qu'on a un graphe en plusieurs morceaux. Et enfin, un dernier exemple, qui est celui qu'on a vu la semaine dernière, qui est celui du groupe libre, à 2 éléments. Si je prends G égale LAB et X égale AB, j'obtiens un arbre infini, une figure fractale comme ça, qui continue ainsi de suite, qui représente donc notre groupe libre, le graphe de Cayley, notre groupe libre, sur sa base. Et donc ça, c'est connexe et acyclique. Donc conclusion qui devrait se montrer, mais je pense que c'est un exercice que vous pouvez tout à fait tenter tout seul. Si je prends G, un groupe, si je prends X, une famille d'éléments, et si je prends G, gamma G, X égale gamma son graphe de Cayley,
j'ai trois propriétés. X est libre si et seulement si gamma est acyclique. X est génératrice si et seulement si gamma est connexe. Et enfin, X est une base, c'est-à-dire libre et génératrice, si et seulement si gamma est un arbre. Donc c'est un théorème qui n'est pas très compliqué à montrer et qui nous permet déjà de faire une correspondance très importante entre géométrie des graphes et propriétés algébriques. Donc, Roman, Alexander, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je crois que vous êtes que tous les deux. Ah non, il y a quand même Léon et Colis. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, ceux qui regardent? Non, tout va bien, tout est clair? Ça veut dire quoi, connexe? Connexe, ça veut dire que le graphe est en un seul morceau. Ok. D'accord? Oui, c'est vrai que, Ouais. pardon, c'est pas forcément évident. Connexe, c'est des graphes en un seul morceau. Acyclique, on n'a pas de boucle dans le graphe. Ouais, et arbre, c'est les deux. C'est les deux à la fois. C'est vraiment l'idée que tu as d'un arbre généalogique. Ok, merci. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment on peut se servir de cette caractérisation pour étudier ce groupe. Pour cela, on a besoin d'introduire une deuxième notion qui est celle d'action sur les graphes. Et donc ceux qui ont suivi le cours de théorie des groupes de Catherine Hess me voient venir avec mes gros sabots. Donc les actions sur les graphes, c'est au choix des foncteurs très bien choisis. Je ne vais pas le définir comme ça. Les actions sur les graphes, c'est des automorphismes du graphe, donc des morphismes bijectifs d'inverse étant aussi un morphisme, qui sont indexés par le groupe et compatibles avec la structure de départ. Donc ça dit plus clairement, une action d'un groupe G sur un graphe gamma est un morphisme de groupe ouais, c'est ça. Un morphisme de groupe qui va de G et qui atterrit dans les automorphismes de graphe de gamma. Si une telle action existe, donc ça on peut le noter phi, on note phi qui agit de G sur gamma. Et phi de G de X, on le notera G rond X. Donc si vous voulez, chaque petit G modélise une transformation bijective du graphe. Et cette transformation, elle est compatible avec les lois du groupe. C'est-à-dire que si je fais G, G' et que j'agis sur X, je vais obtenir G qui agit sur ce qu'on a obtenu quand on fait agir G' sur X. Donc, c'est exactement la notion que vous avez d'action sur les ensembles, mais en ayant cette compatibilité entre sommet et arête. Donc, vos transformations doivent respecter la géométrie des graphes. Si vous transformez deux sommets, il faut que vous transformiez les arêtes aussi, en suivant les sommets. Si mon prof de maths bachelor m'entendait, il dirait que c'est pas rigoureux du tout expliqué comme ça, mais bon, j'espère que vous comprenez l'idée. Je suis un grand garçon, maintenant je fais ce que je veux de toute façon. En particulier, il y a un type d'action qui est extrêmement important, qui sont les actions libres. Les actions libres, si vous voulez, c'est les actions les moins paresseuses du monde. C'est des actions qui, si on ne fait pas agir l'identité, alors il n'y a pas de point fixe. Tout élément G différent de l'identité bouleverse complètement le graphe et ne laisse en place aucun élément. Donc, une action G sur gamma est dite libre, si et seulement si, quel que soit G différent de E,
quel que soit S appartenant à l'ensemble des sommets de gamma, G appliqué à S est différent de S. Vous comprenez l'idée? L'identité, c'est la seule action qui peut laisser des sommets en place. Et je vais tout de suite vous donner un exemple d'action libre qui est en fait lié au graphe de Cayley. Si vous prenez gamma égale gamma Gx où G groupe et X famille dans G, alors G agit librement sur gamma de la façon suivante. Si vous regardez ce qui se passe quand vous appliquez G à un sommet, vous multipliez simplement le sommet à gauche par G. D'accord? Je vous rappelle, le graphe de Cayley, c'est un graphe dont les sommets sont les éléments du groupe. Le graphe de Cayley, si vous voulez, c'est une structure géométrique supplémentaire sur votre groupe. Donc, ça a un sens de multiplier à gauche des sommets par un élément de G. Si je prends une arête c'est de la forme S, Sx, et ben c'est pareil, je multiplie à gauche. Donc, je vais obtenir GS et G fois S fois X. D'accord? Donc ça, c'est pas très compliqué de vérifier que si G est différent d'identité, vous ne laissez rien en place. C'est pas non plus compliqué de vérifier que c'est effectivement des automorphismes de graphes, et c'est pas non plus compliqué de vérifier que ça respecte la multiplication de G, que l'action est bien un morphisme de groupe. Et donc là, vous avez un exemple fondamental d'action qui va revenir, qui est celle de l'action libre d'un groupe sur n'importe lequel de ces graphes de Cayley. Des questions? Ok, tout va toujours bien. Là. On va pouvoir. Il nous reste 20 minutes. On n'a jamais été autant en avance. Une dernière petite notion. Quand vous introduisez une notion d'action, vous pouvez espérer qu'il y ait derrière une notion de quotient, d'espace quotient, d'ensemble quotient, pardon. Donc, pour ceux qui ont fait de la théorie des catégories, c'est un foncteur à gauche ou à droite ou je ne sais plus quoi. Pour ceux qui ont aussi peu de mémoire que moi, je vous rappelle ce que c'est. De manière très concrète, un graphe quotient par une action, ça ne va pas être très compliqué. Donc, si vous avez G qui agit sur le graphe gamma, S, A, X, vous avez un graphe quotient qui correspond aux choses suivantes. Vous prenez pour l'ensemble des sommets l'ensemble quotient des sommets, c'est-à-dire que votre action sur le graphe, elle induit une action sur les sommets, d'accord? Et donc, vous avez un quotient de l'ensemble par le groupe. C'est pareil pour l'ensemble des arêtes. Votre action, je vous rappelle, elle transforme les arêtes et les sommets. Donc, votre action sur les sommets et sur les arêtes vous donne deux ensembles quotients. Et comme vous avez des morphismes de graphes, ces deux quotients sont compatibles en un certain sens. Donc, vous pouvez définir une application X sur G qui va de A sur G dans l'ensemble des XY ou XY. C'est non plus des éléments de S, mais des éléments de S sur G. D'accord? Vous regroupez ensemble les sommets et les arêtes qui sont liés par l'action. Si votre action envoie un sommet S sur un sommet S', vous les confondez. Si votre action envoie une arête A sur une arête A', vous les confondez. Et quand vous passez au quotient, vous obtiendrez toujours un graphe, qui est une sorte de contraction, si vous voulez, du graphe de départ. On va passer à la dernière partie, qui est la démonstration du théorème de Nissl-Schreier. Donc là, je vous ai introduit toutes les briques de base. Est-ce que vous avez des questions sur les outils qu'on va utiliser? Tu peux donner un exemple du graphe quotient? Yes. Par exemple,
si je prends ce graphe-là, je ne donne pas de nom aux arêtes, je ne donne pas de nom de sommet, d'accord, mais on voit une forme. Est-ce que tu vois comment Z sur 3Z peut agir là-dessus? Oui ou non? Non. 1 agit par un premier tiers de tour, 2 agit par 2 tiers de tour, 3, Une rotation. et 3, on revient au truc de départ. Ouais. Donc, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est l'action de 1. Ça, c'est l'action de 2. Et ça, c'est l'action de 3 égale 0. D'accord? Et je fais pareil avec les sommets extérieurs. Et donc, quand on regroupe, donc, on regroupe tout ce qui est envoyé les uns avec les autres. Donc, si je prends gamma sur G, ces sommets-là, ils vont être confondus. Ces arêtes-là, elles vont être confondues. Ces arêtes-là, ces sommets-là, pardon, vont être confondus. Et enfin, bon, les arêtes blanches vont être confondues. D'accord? ok, ouais, ok. Donc, ça nous donne, je vais quand même le dessiner, ça nous donne ce graphe-là. Il y a une probabilité non nulle que je me plante, mais non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Ok, merci. On supprime des fioritures, si on veut. Ouais. C'est-à-dire que le groupe, l'action révèle, en fait, une action, ça révèle toujours des éléments sur la géométrie de votre graphe. Et quand vous faites le quotient, vous simplifiez l'information. Donc, en gros, il y avait un cycle, on l'a transformé en boucle. Et ensuite, on avait, si on veut, deux parties dans notre graphe, le triangle central et les trois sommets extérieurs qui étaient reliés. Et voilà, on a rassemblé les sommets extérieurs en un seul sommet. Et on a une arête qui modélise la liaison. Ok, parfait. Ouais. Merci. J'adore la géométrie, en fait. C'est tellement plus sympa d'expliquer des trucs comme ça. Donc maintenant, une démonstration qui n'en est pas une. théorème de Nielsen-Schreier. Donc vous voyez l'idée, on va jouer avec des dessins, en fait. On va faire de la théorie des groupes en faisant des dessins. Donc, troisième partie, démonstration du théorème. D'ailleurs, mes notes, je pourrais vous les envoyer à la fin, si vous voulez. Vous me direz juste. Démonstration du théorème. Pour démontrer le théorème, on va montrer un autre théorème, en fait, qui va être immédiatement, qui va donner immédiatement comme corollaire le théorème de Nielsen-Schreier, qui est le suivant. Théorème. Si G agit librement sur un arbre gamma, donc j'appelle un arbre, c'est un graphe connexe acyclique. Si G agit librement sur un arbre gamma, alors G est libre. Donc je vous l'ai dit, une action libre, c'est une action qui n'est pas paresseuse. En particulier, elle encode énormément d'informations sur la structure du groupe. Un arbre, c'est un graphe qui a beaucoup de contraintes géométriques. Il a un nombre minimal d'arêtes, en quelque sorte. On ne peut pas rajouter d'arêtes à un arbre. Un arbre, c'est des sommets qu'on a reliés avec des arêtes et on ne peut pas en rajouter plus. Donc, agir librement sur un arbre, c'est extrêmement contraignant. Donc, l'idée, ça va être en gros de regarder comment interagissent ces deux contraintes. Donc, le fait d'être une action libre, c'est très contraignant, et le fait d'être un arbre. Donc, l'idée. Donc, je notais l'idée comme si derrière, on avait fait une démonstration plus rigoureuse que ça. Mais rêvez pas, hein, ça sera fait avec les mains, voire avec les pieds. L'idée, c'est qu'on va essayer de regarder quelle forme a notre graphe. Qu'est-ce que le fait de l'action libre impose sur notre graphe? Et en fait, l'idée, c'est que si je trace mon arbre, plus facile à dire qu'à faire,
Donc, mon arbre, il va être infini, hein, mais comme l'action, comme G est va être un groupe infini et que l'action est libre, il y a forcément une infinité de sommets. Mais je vous dessine, je vous en dessine un morceau. Donc ça se prolonge à l'infini, etc. L'idée, c'est qu'en fait, l'action libre, elle va nous permettre de dégager des motifs dans notre graphe. C'est-à-dire, typiquement ici, j'ai ces motifs-là qui se répètent. Vous voyez ? À l'intérieur de mon grand arbre, j'ai des petits sous-arbres qui vont en fait se répéter. Si G agit librement sur un arbre gamma, en fait, on va pouvoir montrer que notre graphe est la répétition d'un arbre et la translation d'un petit arbre à l'infini. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme une sorte de pavage, si on veut. On va montrer que notre géométrie est une sorte de pavage, si vous voulez. On répète une infinité de fois dans toutes les directions les mêmes motifs. Et une fois qu'on aura montré ça, l'idée, c'est qu'on va pouvoir contracter notre graphe et retrouver en fait le graphe de Cayley. Et typiquement, mettons qu'ici, ça soit mon groupe libre à 2 éléments. Cette opération de contraction, elle va transformer un arbre en arbre, d'accord ? On ne perdra pas le caractère arbre, mais on va trouver le graphe de Cayley. Et donc, on va réussir à montrer que notre groupe a un arbre comme graphe de Cayley, et donc qu'il est libre, d'accord ? Donc, je répète une dernière fois l'idée avant de détailler un peu. On va montrer que notre graphe est en fait une répétition d'arbres translatés, et que si on contracte, si on supprime les fioritures, si vous voulez, en quelque sorte, on retombe sur le graphe de Cayley, qui va être lui aussi donc un arbre, et donc le groupe de départ sera libre. Tout va bien ? Si tout va mal, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, étape numéro 1. On considère le quotient. Donc, le quotient, il vient, comme tout quotient, avec une projection canonique, c'est-à-dire un morphisme de graphe qui va du graphe de départ vers le graphe quotient. Le graphe quotient, il est connexe. Donc, la connexité, elle vous dit que vous avez... Pardon. Gamma est connexe. Si vous prenez un chemin dans gamma, si vous passez ce chemin en quotient, vous obtenez un chemin dans le graphe quotient. Donc, vous gardez la connexité. Vous ne pouvez pas détruire de connexité par passage au quotient par une action. Si un graphe est connexe, il a nécessairement ce qu'on appelle un arbre couvrant. Un arbre couvrant, c'est vous prenez tous les sommets de votre graphe connexe, mais vous enlevez des arêtes jusqu'à supprimer les cycles, tout en gardant quelque chose de connexe. D'accord ? On peut toujours faire ça. Je vous demande de l'admettre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre couvrant. En gros, c'est le sous-graphe qui ne contient que l'information de connexité. Je peux m'intéresser à cette famille-là. Je m'intéresse aux lambda qui sont dans gamma et qui sont des arbres, donc les sous-graphes qui sont des arbres, et qui s'injectent dans l'arbre couvrant par la projection pi. En gros, c'est des... là, ça fronce des sourcils. Je prends un arbre dans mon graphe de départ, d'accord, et je le projette dans mon graphe quotient. OK ? Si mes sommets ne sont pas équivalents, ma transformation va être injective. D'accord ? Si mes sommets ne sont pas équivalents, ils vont chacun atterrir dans une classe d'équivalence différente. Donc, l'idée, c'est que je prends tous les arbres qui vérifient ça et qui s'injectent dans lambda 1, c'est-à-dire qui sont dans l'arbre couvrant. L'idée, en faisant ça, c'est que en fait, je veux en quelque sorte relever lambda 1 qui est un arbre qui existe dans le quotient, je veux le transformer en arbre, par isomorphisme contraire, si vous voulez, en un arbre qui existe dans le graphe de départ et qui est ce qu'on appelle un arbre des représentants et qui contiennent en fait un élément de chaque classe. Ça vous va, la case de Léon ? Donc ça, on peut le construire par le lemme de Zorn. Puis là, ça ne va plus. Donc, axiome du choix, vous admettez ça.
Par le lemme de Zorn, vous pouvez montrer, vous montrer que cet élément qu'il y a un élément maximal, qui est aussi un arbre, donc. Et cet arbre maximal, il est isomorphe par la projection. La projection, quand on la restreint à cet arbre, elle fait un isomorphisme avec l'arbre couvrant du quotient. Donc, en d'autres termes, on a trouvé un arbre dans notre graphe de départ qui s'identifie à chaque classe du graphe d'arrivée. Je vous le donne en mille, hein, ce qu'on a fait, ce qu'on vient de trouver, c'est ça. Hein. On vient de trouver le motif qui va se répéter. Je suis parti de mon quotient et j'ai réussi à relever un arbre. Enfin, j'ai réussi. Vous me croyez sur parole. On peut réussir, par le lemme de Zorn, à relever mon arbre couvrant du quotient en un arbre lambda 0. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou si vous avez une question là-dessus, c'est le moment jamais. Sachant que je ne peux pas lire le chat. Hein. Alexander, Léon, les autres, ça va? Ouais. Ouais, ça va, ok. C'est pas évident, hein, mais voilà l'idée. Voilà comment on... Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'arbre des représentants. Et j'ai que 5 minutes pour finir, donc ça va détonner. Donc ça, c'est l'arbre des représentants. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Étape numéro 2. Mon graphe, en quelque sorte, mon graphe gamma, c'est l'union disjointe. Alors, je mets à environ égal parce que c'est il y a des petites subtilités là-dedans. C'est l'union disjointe de tous les translatés de l'arbre des représentants. Je m'explique. Lambda 0, il contient un représentant de chaque classe. La liberté de l'action fait que ces classes sont disjointes. Disjointes, car l'action est libre. Chaque lambda 0 multiplié par g est disjoint d'un autre g' lambda 0, parce que sinon, on aura un point fixe. Et ça, ce n'est pas acceptable pour l'action. Donc, en translatant mon arbre des représentants, je peux recouvrir de manière disjointe tout mon graphe. C'est exactement ce que j'ai dans la figure là-haut. Dans la figure là-haut, en fait, ça, c'est lambda 0. Ça, c'est g lambda 0. Ça, c'est g' lambda 0, et ainsi de suite. Tout notre graphe est recouvert par cela. Et entre ces différentes parties du graphe, il y a des sommets qui les relient. D'accord? Donc, l'idée, c'est que pour aller de notre graphe là à notre graphe de Cayley, toutes ces parties rouges, tous ces lambda 0, on va les contracter en un seul sommet, oublier leur structure interne et ne retenir que les arêtes qui les relient. D'accord? Vous voyez l'idée de la transformation? OK. Donc, ça induit une contraction qu'on peut noter par exemple gamma mode G lambda 0. Alors, grand G lambda 0, c'est cette famille, d'accord? C'est l'ensemble de toutes ces classes-là. Et ça reste un arbre. Eh ben, je vous le donne en 1000. Ce gamma mode G point lambda 0, il est isomorphe au graphe de Cayley Gx où X, c'est l'ensemble des éléments de G qui comment dire ça, qui correspondent en gros, on cherche je m'exprime un peu mieux, on cherche ces arêtes-là, là, si vous voulez. On s'intéresse à ces arêtes-là, et à partir de ces arêtes-là, on va construire des éléments. Et l'idée de ces éléments, c'est c'est des éléments qui font, qui prennent, ouais, bon, je vais l'écrire ensuite, je vais l'expliquer.
c'est l'ensemble des éléments de G, tels que il existe une arête dont l'extrémité, dont une des extrémités est dans lambda 0, et l'autre extrémité est dans x lambda 0. En gros, c'est chaque G' lambda 0, on peut ou pas passer directement de l'un à l'autre par une seule multiplication à travers les arêtes. Et je prends tous les x où, en une seule arête, on peut passer d'un G lambda 0 à un G' lambda 0. Donc, en fait, ces arêtes-là, elles permettent de retrouver une base. D'accord? Elles permettent d'encoder une base grand X de notre groupe. Donc, ça, c'est un arbre. Donc, ça, c'est un arbre aussi. Conclusion. G est libre. Ça allait vite. Hein. Donc, comment on en déduit le théorème de Nissl-Schreier? Donc, démonstration de Nissl-Schreier à partir de ça, ça prend 2 lignes. Hein. Si H est un sous-groupe de G et G libre, alors gamma Gx est un arbre pour X dans G base. D'accord, je prends une base de X. Donc, naturellement, j'ai une action libre de G sur gamma Gx, donc sur un arbre. Et en fait, le sous-groupe H, il va lui aussi agir librement sur gamma. Car en fait, si vous avez une action libre d'un groupe sur un graphe, le sous-groupe agit lui aussi librement sur le graphe. C'est juste, il suffit de l'écrire en fait. Par contradiction, si le sous-groupe n'agissait pas librement, le point fixe que vous avez dans le sous-groupe, c'est un point fixe dans le groupe de départ et donc ça contredit la liberté d'action. Donc voilà, c'était une démonstration du théorème une idée de démonstration du théorème de Nissl-Schreier par action géométrique sur les graphes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Juste moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'était notre gamma G mode grand G lambda 0. Ouais, si tu avais compris, ça m'aurait étonné vu la qualité de l'explication. Peut-être sur l'exemple des graphes que tu as mis au-dessus, ça représente quoi? Ça représente le graphe où tout ce qui est dans des rectangles rouges, on l'a contracté en un seul sommet. Et toutes les arêtes qui ne sont pas dans les rectangles rouges deviennent les arêtes du graphe d'arrivée. Tu vois? Ok, ouais. Stylé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sauf si votre question, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que font les gens dans leur vie actuellement avec ça. Pas la moindre idée. J'aime juste cette démonstration. Mais du coup, on est d'accord que ça marche pas du tout pour les groupes abéliens libres. Pour les groupes abéliens, c'est pas clair c'est pas clair de comment on relie des histoires de relations et parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous cycliques. Tous ouais. les, Dans les groupes abéliens, Z2, la liberté dans les groupes abéliens, c'est pas la bonne notion par rapport à ce qu'on a dit là sur les graphes. Ouais. Mais est-ce que le théorème il est quand même vrai pour les groupes abéliens? Oui, pardon. Oui, pour les groupes abéliens, il est vrai, il est beaucoup plus facile à montrer. Okay. Même si je me souviens plus comment, mais si tu as un groupe libre, un sous-groupe, et je crois que tu montes par récurrence en prenant un bon quotient, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, pour les groupes abéliens, la cardinalité décroît si tu prends un sous-groupe. Tu as des sous-groupes qui ont une base de même taille, qui ont des bases strictement inférieures, mais tu ne peux pas avoir des sous-groupes qui ont des bases plus grandes. Alors que les groupes non abéliens, c'est très facile de construire des exemples. Ouais. Ok. Si jamais dans le cas des groupes abéliens, tu sais que c'est vrai pour un sous-groupe de Z, ok? Dire qu'un sous-groupe de Z, c'est libre,
pareil que dire qu'un enfin, dans ce cas-là, c'est un sous-groupe de Z, c'est Z, et ça, on le sait. Un sous-groupe de Z, c'est NZ, et NZ, c'est Z. Et en général, en gros, tu prends un certain sous-groupe de Z, genre par exemple dans Z2, tu prends un certain sous-groupe, après tu vas quotienter pour te ramener dans Z. Et par un peu de théorie, tu auras un splitting, on dit, dans ta suite exacte. Bon, c'est un peu compliqué pour dire des trucs pas très compliqués, mais voilà. Et si tu work out ça marche très très bien. Même pas besoin de parler de ça en fait. C'est vraiment, Ok. c'est vraiment pas compliqué du tout dans le cas de Z. Et c'est vrai pour ceux qui savent, pour n'importe quel PID, on dit. Peu Pour importe. n'importe quel quoi. La preuve, anneau principal. Et la preuve, c'est la même. Ouais. L'intuition qu'il y a derrière, c'est qu'en gros, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas dit l'intuition principale de la chose, c'est que prendre une sous-structure, quand on prend une sous-structure, On peut pas on le rajouter fait de en relation. prenant des relations par rapport au groupe de départ, mais ce qu'on a à l'arrivée est en interne, intrinsèquement sans relation. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un hyperplan, c'est vous avez donné une équation dans votre espace vectoriel et ça vous donne un hyperplan. D'accord? Mais si vous oubliez que votre hyperplan est plongé dans un espace de dimension n, enfin, si votre hyperplan n-1 est plongé dans l'espace de dimension n, du point de vue intrinsèque de l'hyperplan, il est libre. C'est un espace de dimension n-1. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais... Moi, je vois ça assez intuitivement comme juste me dire que si je prends enfin, si j'ai un ensemble qui est libre, si je prends une sous-structure, bah, je ne peux pas rajouter des relations parce que sinon, elle serait aussi là juste. Oui, aussi. Voilà. Mais si jamais ça, sache que ça marche pas en général. Enfin, il y a des structures dans lesquelles un truc d'un truc libre n'est pas nécessairement libre. Yes. Par exemple, dans le cas des modules, même sur des modules assez jolis, genre, tu prends l'anneau K de x, y, donc le corps a le polynôme, enfin les polynômes à deux variables. Bah, par exemple, l'idéal engendré par x, y, c'est un sous K de x, y module et c'est pas libre. Par exemple, tu as une relation entre x et y qui est que y fois x, c'est x fois y. Ok? C'est bête, hein, ce que j'ai dit, mais voilà. Et du coup, tu as une relation. Et en fait, tu n'arriveras pas à trouver des gens qui n'ont pas de relation, vu qu'ils sont tous engendrés par ces gens-là qui ont déjà des relations. En gros, En fait, mais la preuve, elle est presque triviale que c'est pas libre. tu considères Genre. des... Attends, qu'est-ce que je dis? Bah, elle est presque triviale quand on comprend de quoi, qu'est-ce que je veux dire par idéal. Si tu considères des anneaux pour les autres. tu considères des anneaux où x et y ne sont pas censés commutaient? Enfin, j'ai pas... Non, K de x, y, les polynômes à deux variables. Oui, polynôme à deux... Ouais, attends. Polynôme à deux variables. Il y a un truc qui me chiffonne. Genre x carré plus 2y. Oui, non, mais non, je sais ce que c'est les polynômes. Ok. Ok. C'est peut-être module libre qui me manque. Bon, ben, Je vais vous laisser, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce séminaire. C'était très Tant stylé. pis. Et peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. C'est ça. Bonne journée. Ciao.